Alors aujourd'hui, on va faire une émission un petit peu particulière de rentrée, si on peut dire, avec notre ami Julien, qui est le dirigeant de l'équipe communautaire Paris. Donc une structure, entre guillemets, mystérieuse que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc c'est une structure qui est très active sur l'Île-de-France aujourd'hui et qui, en conséquence, mérite notre intérêt puisque, en plus, c'est une structure qui a compris la nécessité d'une Europe politique et d'une Europe authentique et identitaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une structure qui est essentiellement centrée sur la capitale et l'Île-de-France en général. Et d'abord, je voulais poser une question d'historique pour que les gens voient d'où vous venez en tant que structure. Donc, au départ, si je dis pas de bêtises, vous étiez la structure Suavelos Paris. Oui, c'est ça. La structure Paris se crée donc en juin 2007, excusez-moi pour le micro. Et entre 6 mois et 1 an plus tard, se devient le CP, donc l'équipe communautaire Paris, qui, comme son nom l'indique, est située en Île-de-France et de nature communautaire. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, expliquer ce qu'était Suavelos? Parce que je pense que pour beaucoup d'éditeurs, ce n'est pas quelque chose de connu. Oui, alors Suavelos, c'est une initiative qui est portée à l'origine principalement par Daniel Conversano, donc, et qui partait d'un constat simple, qui est celui du grand remplacement. Dans la France, grand remplacé d'aujourd'hui, c'est-à-dire où la proportion de population d'origine extra-européenne augmente d'année en année au détriment donc des Français qu'on qualifiera de souche. Et on constate que ces communautés pratiquent à peu près toutes, que ce soit la communauté chinoise, indienne, maghrébine, africaine ou juive, pratiquent de manière générale la préférence intracommunautaire, c'est-à-dire pratiquent la discrimination à l'égard des membres qui ne sont pas leur communauté, à tous les niveaux, principalement au niveau économique. Et il nous semblait important, dans cette époque-là, de proposer aux Français patriotes une structure qui répond à ce besoin, qui est celui d'une communauté. Un des défauts de la France bourgeoise, catholique, etc., c'est que c'est une France qui est devenue, avec le temps, individualiste et qui a perdu le sens de la communauté, ce qui est normal dans un pays où on est la norme, où on est la majorité. Sauf que dans une France post-française, où cette situation s'inverse, où les rapports de force changent et où des rapports de force communautaires s'instaurent, l'individualisme n'est plus vraiment une possibilité. Oui, alors effectivement. Donc, pourquoi ce changement? Parce que Suavelos, effectivement, c'est le principe du communautarisme. L'équipe communautaire, comme son nom l'indique, est aussi dans cette même logique. Qu'est-ce qui fait la rupture? Il n'y a pas eu vraiment de rupture idéologique à proprement parler. C'était principalement une volonté déjà de localisme. C'est-à-dire qu'on partait du principe que chaque section, vu que le communautarisme était quelque chose dont le premier critère était la proximité géographique, il nous paraissait normal que chaque section opère de manière relativement autonome et indépendante. Et puis par ailleurs, la volonté de pouvoir gérer librement notre communication et notre image. Mais il y a une continuité avec la structure qu'on appelle les Braves aujourd'hui, qui est une structure au niveau national qu'on considère comme des camarades et des amis. Quelle est votre activité majeure? Quelles sont les différentes actions de l'ECP? C'est ça. Alors c'est pas une structure militante à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce niveau-là des activités militantes traditionnelles comme le stickage, le boitage, le collage d'affiches. On a vraiment une structure de nature communautaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez holistique. Ça peut comprendre aussi bien le réseautage professionnel que les coups de main du quotidien pour un déménagement par exemple, que des activités sportives ou culturelles, voilà, des sorties entre camarades. L'idée c'est d'avoir un réseau au niveau local, de gens qu'on connaît bien, avec qui on partage une vision du monde et de l'avenir, et sur qui on peut compter en cas de besoin. Donc le côté communautaire, c'est le côté concret, c'est-à-dire d'abord vous vous réunissez régulièrement. Oui, toutes les semaines, on a plusieurs activités proposées. Ça va du simple verre entre camarades à, comme je le disais, des activités sportives qui réunissent souvent des dizaines de personnes, ou différentes activités de formation intellectuelle, que ce soit une conférence organisée grâce à un auteur de la mouvance patriote, ou simplement des sorties en musée ou en extérieur de Paris pour redécouvrir des éléments du patrimoine européen, par exemple. Et donc, je sais que par exemple, l'équipe communautaire Paris a une chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Ouais, donc cette chaîne YouTube, vous la trouverez donc sous le nom de Équipe Communautaire Paris. On y poste régulièrement, entre une ou deux fois par mois, disons, des émissions qu'on produit depuis quelques mois maintenant grâce à notre camarade Lucien, qui fait un excellent travail, qui consiste généralement en des tables rondes organisées avec plusieurs intervenants du milieu nationaliste. Voilà, on a eu Maurice Gendre, par exemple, que j'apprécie particulièrement. Thomas, tu as toi-même été invité il y a quelques mois, et on en aura encore beaucoup d'autres à venir. Oui, il y a d'autres activités intéressantes, notamment il y a l'émission Le Soleil se lève, qui est gérée par Lucien, donc qui est membre de l'ECP, et qui est une émission intéressante, donc qui se passe de manière orale. C'est une vidéo YouTube, mais il y a pas d'image autre qu'un fond décoratif.
et où il y a eu par exemple Gabriel Adinolfi, d'autres personnalités, Jean-Yves Le Gallou, et c'est une chaîne qui monte. Oui, c'est ce qui monte assez vite, et la nature de l'émission, c'est-à-dire une nature de table ronde, correspond aussi à un objectif qui est d'avoir une approche relativement œcuménique du nationalisme, c'est-à-dire que les querelles doctrinales au fond nous intéressent assez peu, et ce qui nous intéresse c'est bâtir une communauté concrète, fondée sur des gens qui sont fonctionnels, qui sont des gens sains, qui sont capables de s'entendre au niveau local, et les petites différences doctrinales entre, mettons, royalistes, républicains, fascistes, toute personne se revendiquant une mouvance du nationalisme nous intéresse assez peu. Vous avez parlé d'une chaîne YouTube, mais quels sont les différents, on va dire, médias sur lesquels on peut suivre vos activités? Est-ce que vous avez un site internet? Avez-vous d'autres choses pour les auditeurs qui seraient intéressés? Non, malheureusement, on n'a pas de site internet. On n'a pas trop l'âme de communicant, à vrai dire. Donc, en dehors de cette chaîne YouTube Équipe Communautaire Paris, vous ne pourrez pas trouver de traces de nous, excepté sur Instagram pour les plus jeunes, qui pourront nous retrouver donc sous ce nom, ECP officiel. Pour les autres, ce sera la chaîne YouTube. Et s'ils souhaitent nous contacter, ce sera via notre adresse mail, donc paris.équipe, sans accent, @gmail.com. D'accord. On est sur du nationalisme 2.0. Oui, c'est quelque chose de générationnel qui s'adresse à un public, d'après ce que je comprends, assez jeune. Vous avez une moyenne d'âge quand même assez basse. Donc on a une moyenne d'âge qui tourne autour de 30 ans en réalité. On a beaucoup de gens entre 25 et 35 ans, mais nous avons aussi des seniors et des étudiants un peu plus jeunes. Pour nous, c'est un peu la tranche d'âge idéale parce qu'on a affaire surtout à des jeunes actifs, donc qui sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, contrairement aux étudiants qu'on retrouve principalement dans les mouvements de jeunesse nationalistes, qui eux sont malheureusement étudiants et donc n'ont à ce titre pas de pouvoir d'achat. Donc on a surtout un public de jeunes actifs, parfois de jeunes pères, qui peuvent donc, parce qu'ils ont ces revenus, se permettre de s'investir dans des projets financiers plus durables, plus exigeants, et construire du concret, quoi. Parce ce qui fait la force d'une communauté, c'est avant tout son économie. Donc la capacité à produire une économie interne est vitale pour produire une communauté viable sur le long terme. Et alors concrètement, si des membres de la communauté de l'ECP veulent faire de la politique, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Je ne conseille pas aux gens de faire la politique aujourd'hui, à vrai dire. Ça va dépendre du contexte. On peut imaginer qu'il y a des coups à faire au niveau local. Moi, je connais des gens qui ont emporté les élections sous les étiquettes de divers droite, masquant habilement leur réelle orientation politique de cette manière. Mais en dehors du niveau local, je ne conseillerais pas vraiment aux gens aujourd'hui de s'investir massivement en politique. J'ai connu beaucoup trop de gens qui regrettaient à 40 ans, à 50 ans, d'avoir investi beaucoup de temps à coller, à tracter, à sticker pour des partis qui aujourd'hui, dont ils estiment parfois qu'ils les ont trahis aujourd'hui. Donc je veux pas recommander en conscience aux gens d'investir beaucoup de temps dans le militantisme. Vous, personnellement, vous avez un passé politique avant cette aventure? J'ai un petit bagage militant. J'ai milité dans deux mouvements politiques que je ne nommerai pas, suivi d'une période de creux pendant 3 ans, et je suis revenu indirectement donc dans la politique via l'ECP, ce qui me paraissait être une démarche plus aboutie et plus sûre sur le long terme. Parce qu'encore une fois, arriver après 20 ans de militantisme pour le RN face au débat du second tour, ça en a dégoûté plus d'un. Donc effectivement, le CP, sans dédaigner le terrain politique, a fait le choix effectivement de regrouper des gens sur des valeurs communes, sur des idées communes, sur des personnalités aussi qui sont communes. Et disons, on va poser la question un petit peu autrement. Votre communauté aujourd'hui, elle compte à peu près, évidemment, on ne va pas vous demander des chiffres précis avec des adhésions en date, mais sur qui vous pouvez compter à peu près aujourd'hui? En Ile-de-France, si vous avez des gens, par exemple, dont je pourrais avoir besoin pour un déménagement sur une liste de 3 jours, ça se compte en dizaines. Donc je peux avoir 50 personnes dans 3 jours pour aider quelqu'un à un déménagement. Donc ça, c'est déjà un bon critère sur la capacité à mobiliser une communauté. Après, en termes de nombre de membres absolus en Ile-de-France, on tourne entre 150 et 250 personnes. Sur ce total, vous avez environ une centaine de personnes qui sont vraiment fiables et mobilisables facilement. C'est beaucoup? Parce que je pense qu'il y a pas mal de sections jeunes de mouvements politiques qui sont loin d'atteindre les 200 personnes en Ile-de-France. Oui, on est assez content et la croissance a été assez exponentielle et j'attribue ça vraiment justement à un manque. C'est-à-dire qu'on pallie à un manque dans le milieu patriote, nationaliste, appelez ça comme vous voulez, qui est celui du communautarisme. Il y a les mouvements militants excluent par définition une grande partie de la population qui a des affinités avec le camp patriote.
C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas prêt à faire de la garde à vue, vous ne pourrez pas l'AGI, par exemple. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos soirées pour aller sticker, coller, tracter, vous ne pourrez pas militer efficacement pour un parti en période électorale. En revanche, tous ces gens-là, les millions de Français qui votent aujourd'hui pour le camp patriote, peuvent se retrouver dans l'initiative communautaire. C'est vrai qu'on voit très bien quand on va des fois à des manifestations plutôt de type culturel, en Ile-de-France, que ce soit Iliade, Polémia ou d'autres choses, on voit énormément de jeunes qui sont présents, qu'on ne retrouve pas du tout nécessairement dans les partis politiques. J'étais frappé par exemple au Bobardeur, là, qui quelque chose qui rassemble très largement un public qui est souvent très jeune. Mais ces jeunes-là, je ne les vois nulle part. Ouais. Ils sont pas dans les partis en tout cas. On y était présent avec une trentaine de camarades au Bobardeur, effectivement. Il y a une désaffection de la politique politicienne auprès des plus jeunes. Ça renvoie quelque chose de négatif, qui est une forme de narcissisme, une forme de refus de s'engager et de donner de sa personne pour une cause autre que soi-même. Donc ça peut être quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif, à mon avis. C'est que c'est la fin des idoles et la fin du fétichisme en politique. On ne peut plus s'attacher de manière inconditionnelle à une personnalité politique à l'heure d'Internet, où vous allez tout apprendre, vous allez tout savoir d'une personnalité, et in fine, ça finira par vous en dégoûter, ça finira par vous en écarter. On est une génération hyper critique. Alors, j'ai une question par rapport à l'ECP, parce qu'effectivement, entre 150 et 250 membres, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous faites si des gens vous disent qu'ils sont obligés de quitter la région? Comment vous les orientez vers d'autres structures amies? Comment vous faites? Alors, d'une part, on les redirige évidemment vers des structures amies, parce qu'aujourd'hui, le réseau des Braves est implantable à peu près partout en France. Et puis d'autre part, on garde contact. C'est-à-dire plusieurs fois, on a des camarades qui s'expatrient. C'est-à-dire qui partent en province. Dirons-nous, que ce soit en Bretagne ou dans le sud de la France, on garde contact. C'est des camarades qu'on parfois on va voir en vacances, qui sont prêts à nous héberger pour le temps d'un week-end, et puis qui parfois, suivant les aléas de la vie, reviennent à Paris. On a un camarade, par exemple, qui est revenu de Bordeaux cette année, où il avait passé 2 ans pour ses études. Bon, on l'a réaccueilli avec plaisir. Et notamment, il y avait une actualité importante de la structure Les Braves au sens général, mais qui a été annulée, donc, et il faut le dire, c'est le camp Edelweiss. Oui, le camp d'été Edelweiss a effectivement été annulé pour des raisons logistiques suite au Covid, à la crise Covid. Bon, il aura lieu l'année prochaine, l'été prochain, et compte tenu de la vitesse à laquelle ce camp croît d'année en année, je pense que ce sera une très grosse réussite. Est-ce que vous avez des liens avec déjà quels sont votre positionnement, ou est-ce que vous avez des liens avec les d'autres organisations politiques ou des relations peut-être amicales avec certains militants? Vous ne vous positionnez pas par rapport que ce soit le RN, le GI, le PDF, enfin autre mouvement de... Non, là-dessus on est vraiment dans un rapport de bienveillance et de coopération partout où c'est possible. Donc on a effectivement des liens amicaux avec la plupart des mouvements parisiens. Alors pas à titre officiel, hein. Genre c'est de militant à militant. Personnellement, je connais des militants d'à peu près tous les mouvements parisiens, et on s'entend bien avec eux. Voilà, tant que les gens sont dans une volonté de coopération, on est les premiers à leur tendre la main. Alors justement, il y a ce qui peut inquiéter les novices, on va dire, de ce milieu, c'est de tomber sur des énergumènes provocateurs et autres. Alors, je crois savoir que vous faites un tri précis des aspirants, si on peut dire, à votre structure. Oui, effectivement, on ne rentre pas chez nous comme dans un moulin, c'est-à-dire qu'il y a des entretiens préalables, téléphoniques et physiques avec les aspirants. Bon, on veut éviter des personnalités qui sont potentiellement rebutantes pour d'autres personnes de valeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des gens dépressifs, asociaux, alcooliques ou je ne sais quoi. Provocateurs. Démesurément provocateurs, incapables de se mesurer dans les contextes appropriés, disons. On peut pas prendre ces gens-là sans risquer de faire fuir de potentiels bons éléments. Y a-t-il encore autant dans les jeunes générations, y a-t-il autant de cas qu'on a pu connaître pour les générations plus anciennes, où il est vrai que le milieu nationaliste était souvent des fois un repère d'individus un petit peu inadaptés socialement, pour être un... C'est un grand euphémisme. Alors, c'est vrai que les idéologies marginales tendent à attirer des marginaux. En pratique, avec la banalisation finalement du discours nationaliste, on a des gens de plus en plus normaux qui s'intéressent à nous. C'est le sentiment que j'ai. Oui, tout à fait. C'est la réalité. Nous, on constate ça tous les jours. Et à l'ECP en particulier, on a une sociologie un petit peu particulière, qui est qu'on a très peu de gens qui viennent du militantisme traditionnel.
C'est-à-dire que dans d'autres mouvements de jeunesse, notamment qu'on connaît, ces gens sont souvent des fils de militants ou viennent de familles de militants, de familles d'extrême droite. Et donc il y a une reproduction sociale, ce qui est tout à fait normal, mais il n'y a pas de sang neuf, il n'y a pas de gens extérieurs à la sphère militante qui rentrent dedans. Nous, c'est un peu l'inverse, c'est que tous nos membres viennent d'une structure traditionnellement non militante. Oui, alors effectivement, pour avoir été présent à un certain nombre de journées, de soirées ECP, donc classiques, c'est-à-dire effectivement devant un verre ou comme ça. Donc vous avez quelques lieux qui vous plaisent et où vous êtes bien accueillis. Et est-ce que vous avez des difficultés, à vous faire entre guillemets accepter dans les différents lieux? Comment ça se passe? Vous êtes suffisamment discret pour que ça se passe bien? Non, pas du tout. Si vous voulez, en 3 ans, j'ai eu 1 ou 2 instances en tête de moment où il n'y a plus des dérapages peut-être dû à l'ingestion peu modérée d'alcool de la part de certains, mais ces démarrages sont de plus en plus rares et ces dérapages sont de plus en plus rares. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on n'a eu aucun problème de ce genre-là. De toute façon, comme je vous l'ai dit initialement, les gens qui posent problème sont progressivement écartés à ce niveau-là. On recherche des gens socialement insérés, des gens normaux dont on n'aura pas à rougir en société. Alors justement, lorsque vous tombez sur des éléments que vous n'avez pas débusqués en amont et qui se révèlent problématiques, donc vous les écartez. Mais alors justement, j'ai remarqué par exemple sur Telegram et ce qui est logique d'une certaine manière, vous faites beaucoup d'ennemis. Je vais faire que Thomas m'explicite son propos parce que je vois parce qu'en fait, ce qui se passe, pour dire très concrètement, c'est que comme toute structure qui essaie d'avancer et de progresser, forcément, il y a des frottements. Et les frottements, ce sont des gens qui sont soit des exclus de l'ECP parce qu'ils posent des problèmes, soit des structures hostiles par nature, soit la figure de Daniel Conversano par exemple, ce qui est un certain nombre de cas. Et je dis ça concrètement parce qu'il y a encore quelques jours, j'ai vu encore des attaques. Évidemment, je réagis à ces attaques-là. Mais justement, comment vous faites pour parer un petit peu les attaques d'anciens qui, évidemment, se sont trompés sur vos structures, sont mis de côté progressivement parce qu'ils n'y ont pas leur place fondamentalement, mais qui réagissent hostilement? Vous avez des stratégies pour répondre ou l'ignorance? Principalement, on les ignore. Moi, tout ce que j'ai à dire aux gens qui ont pu assister à ces attaques, c'est de venir nous voir, se faire leur propre opinion. Parce que j'ai absolument pas à rougir de ce qui se passe en interne à ECP. Donc je vois quand tu fais référence déjà à ces attaques qui sont rares. D'autre part, généralement, elles proviennent d'individus auxquels on ne fera pas forcément instinctivement confiance. Et les attaques personnelles nous intéressent assez peu. C'est-à-dire, tu évoquais le cas de Daniel. Daniel, c'est un ami, un camarade. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas capables de passer outre les questions de personnalité pour s'intéresser à la proposition de fond, qui est celle du communautarisme entre patriotes, ces personnes-là, par définition, s'excluent un peu de la sphère. J'aurais une question pour revenir plus dans le débat, parce que là, on était peut-être un petit peu de dériver sur des petites affaires. Qu'est-ce que vous dire que votre structure apporte de plus par rapport aux structures déjà existantes dans la mouvance nationale? C'est un réseau social IRL, comme on dit, in real life. Voilà. Donc c'est là dans la vie réelle. C'est ça, absolument. Ouais. Par exemple, il y en avait un camarade qui a dû, il y a quelques mois, déménager son entreprise de BTP. Il a fait appel à des camarades du réseau. Et au lieu des 10 000 euros qui étaient initialement facturés par une société de déménagement, il s'en est tiré pour la location d'un semi-remorque et une vingtaine de personnes qui ont fait tout le travail manuel. Voilà, donc c'est des actions concrètes qui rendent la vie des nationalistes plus facile au quotidien. C'est également un réseau professionnel. Plusieurs camarades ont trouvé un emploi grâce à ça, voire un logement. Ouais, c'est ce genre de choses. Ça, bien sûr, ça marche. Parce que il y a un problème toujours dans le milieu depuis des décennies, c'est que pas mal de jeunes à partir d'un certain âge quittent la mouvance pour des raisons professionnelles, sentimentales, des gens où il y a beaucoup d'ennuis, par exemple aussi bien judiciaires, pécuniaires, et ces gens ne les voient plus. Et c'est surtout des gens qui ont les mêmes idées, mais qui sont souvent perdus pour la cause. Qu'est-ce que vous... C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure sur l'importance du communautarisme, c'est qu'il y a toute une classe d'âge, notamment les plus de 25 ans, qui n'ont plus la chance d'être étudiants, qui ont une famille, un emploi, des responsabilités, qui ne peuvent plus se permettre de militer de manière traditionnelle. Et c'est aussi justement à ces gens-là qu'on s'adresse. Notre moyenne d'âge est de 29 ans, c'est pas pour rien. On a un public de jeunes travailleurs, de gens qui n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas la volonté de militer de manière traditionnelle, mais qui veulent continuer à s'engager de manière utile et indirecte pour la cause. Alors effectivement,
une chose très importante au communautarisme. Justement, quelqu'un nous pose une question. Il voudrait rappeler le courriel de l'ECP. Oui, paris.équipe, équipe sans accent, @gmail.com. Voilà, donc c'est relativement facile à retenir. paris.équipe@gmail.com. Il n'y a pas plus simple. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est le côté communautaire, autour de bons moments, autour d'activités, de boxe même, je crois, de sport, de choses tout, différentes. beaucoup d'activités sportives. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de vous découvrir? Vous lui diriez... vous diriez quoi, tout simplement? Déjà, vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube, donc à la page de l'équipe communautaire Paris. Vous pourrez, en écoutant les émissions de Soleil se lève, vous pourrez dégager une impression générale de l'ambiance qu'il y a à l'ECP. Tac. Oui, et ensuite, tout simplement, nous contacter par mail pour une rencontre. Le premier entretien se fait de manière téléphonique. Encore une fois, vous pourrez un petit peu juger, vous pourrez poser vos questions au téléphone, d'ailleurs, si vous en avez. On vous répondra dans la mesure de nos moyens et de ce qu'on peut vous dire. Et puis, lors d'un entretien physique avec les postulants, où là encore, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un double filtre et puis ensuite, il y a une intégration, évidemment, des personnes. C'est vrai que, extérieurement, ce qui est intéressant, c'est le côté communautaire que vous défendez, c'est-à-dire des lieux de rencontre. Ça, c'est intéressant, c'est de voir, je veux rencontrer le CP, on peut rencontrer le CP, on n'est pas sur un formalisme militant, clair et dur, ferme, dur, cloisonné, quoi, on va dire. Non, de par notre position politique, on est condamné à l'hyperlégalité. Donc on n'est pas non plus parano sur les questions d'infiltration policière, Antifa, etc. On n'a pas grand-chose à se reprocher en réalité. Donc des gens, encore une fois, normaux, on a eu souvent des gens qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils avaient peur d'être fichés S, d'être repérés par les Antifa, par la police ou je ne sais quoi. Bon, si vous voulez, c'est un problème qui, en 3 ans d'existence, ne s'est jamais posé. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne faites pas d'activité politique de terrain, donc forcément, vous n'êtes pas amené à rencontrer des structures ennemies. Est-ce qu'il y a malgré tout des réactions antifascistes vous concernant ou pas à votre connaissance? Le mouvement la structure est finalement très peu connue encore. Oui, tout à fait. C'est lié d'une part à le tempérament des cadres du groupe qui sont très peu portés sur la communication. Donc on n'a pas chez nous de fanats de Twitter, d'Instagram ou je ne sais quoi. On se force un petit peu à s'y mettre pour des raisons de croissance, d'expansion. Et d'autre part, je regardais sur le site de la Horde l'autre jour, on n'est toujours pas sur la cartographie de l'extrême droite proposée par les Antifa. Vous êtes pas encore connu. C'est à la fois un petit peu vexant et en même temps, on va pas s'en plaindre, ça fait nos affaires. Oui, c'était toujours bien de pas être sur les... Moi, je regarde aussi, de temps en temps, je me demande. Je vois aussi ce qu'il y a, vous avez pas mal de choses, mais des fois, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est vrai quand même que le militantisme traditionnel... on propose l'éternelle distribution de tracts, affichage, et quand même au bout qu'on a fait beaucoup d'années, il est très lassant, surtout même pour des jeunes, ça peut les amuser. Mais politiquement, je crois, mais qu'est-ce que peut apporter maintenant un collage d'affiches à l'heure d'Internet? Rien du tout. Il n'y a plus qu'un parti qui colle. Le parti qui colle, c'était Asselineau. Ah oui, c'est autre, voilà. Mais bon, ils sont partout. Ils sont peut-être un peu moins présents maintenant. C'est un peu traditionnel chez les jeunes. On va faire du collage. C'est le baptême. C'est un baptême, mais c'est vrai que tout ça, ça paraît très vain. C'est vraiment générationnel. C'est le militantisme 1.0 où on peut passer des heures à tracter, à sticker, à boiter, là. Et puis, en réalité, vous comparez 10 heures de boitage contre 10 heures à peaufiner une bonne vidéo sur YouTube. Le retour sur investissement est beaucoup plus important avec une vidéo YouTube qu'avec un militantisme plus traditionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément inutile partout, tout le temps, en permanence. Mais il faudrait peut-être revoir un petit peu les codes. Et puis surtout offrir un espace d'engagement politique aux gens qui n'ont pas le temps et pas l'énergie de militer de manière traditionnelle. Et le communautarisme est une façon de le faire, parce que bâtir des communautés résilientes, mais dans une forme d'autonomie et d'autarcie, c'est déjà augmenter sa force de frappe politique. Alors effectivement, la structure, d'ailleurs les Braves, est présente un petit peu partout en France. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient un peu laissé tomber la politique pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire mariage, enfants, vie professionnelle, et qui viennent vers la structure Les Braves alors qu'ils ne faisaient plus rien nulle part. Et de ce point de vue-là, est-ce que votre sentiment, évidemment, vous ne pouvez pas me dire le contraire, mais quel est votre sentiment sur l'expansion que le CP et les Braves en général peut connaître à l'avenir, par rapport à ce que vous constatez en croissance chez vous? Encore une fois, c'est la preuve qu'on répond à un besoin.
Donc aujourd'hui, le segment démographique de population qui est intéressé par le militantisme dans les mouvements de jeunesse, c'est des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans, qui s'éloignent presque systématiquement des mouvements où ils ont milité, une fois qu'ils ont une compagne, un travail, etc., etc. À l'inverse de ça, on a des millions de Français qui votent à droite, voire à l'extrême droite en France, qui peuvent être intéressés par un communautarisme patriote entre Français face au grand remplacement et à la croissance de la force de frappe des communautés halogènes. Mais c'est vrai qu'on avait une époque dans cette mouvance, il y avait les militants, c'était soit des très jeunes, soit des très vieux. Exactement. Les quarantenaires, ça on les cherchait, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 30 et quelques années, soit ils ont des responsabilités suffisantes et rétributives, si on peut dire, dans les partis politiques existants. Il n'y en a qu'un qui amène, ou alors pour ceux qui à la marge, sont à droite, évidemment, de temps en temps, ça arrive aussi, hein. Voilà. Et puis encore à l'ECP, on a une sociologie relativement jeune, hein, moyenne d'âge 29-30 ans, parce qu'on a il y a une effervescence politique à Paris qui fait qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de mouvements où s'engager. Mais dans d'autres sections provinciales, en revanche, c'est des sections presque exclusivement constituées de pères de famille. Donc ça, pour moi, c'est un peu l'avenir du communautarisme. Hein. Quelles sont les villes où il y a des zones de force en France pour Lyon, évidemment. Sud de la France, pas mal. Bretagne, ça commence à grossir. Grand Est, pas mal de monde. Sur Nancy, Metz, tout ça, vous avez un peu de monde. Oui, il y a du monde là-bas. Il y a du monde près de Lille, entre Picardie et Lille, il y a aussi du monde. Le centre, ça bouge. Bordeaux, pas trop. Bordeaux, je crois que c'est la seule exception. Malheureusement, il y a toujours des zones de France où les jeunes nationalistes sont vraiment très très isolés. Vous voyez, moi, des départements que je connais bien, comme l'Aveyron, ce genre de choses, il n'y a jamais rien dans ces départements. C'est le désert. Hein, et puis en plus, il y a un effet vicieux qui fait que quand les gens arrivent avec l'intention de militer, qui se rendent compte qu'il n'y a personne, mais ils repartent. Donc ça, c'est un message que je peux adresser aux auditeurs qui nous écoutent. C'est si vous engagez dans une structure, que en gros chez nous, vous allez vous inscrire sur un Discord ou sur un site, et c'est tout. Et pensez, même s'il y a personne dans votre section, à y revenir régulièrement, parce que ça se trouve, dans un an vous serez 5, et dans 2 ans vous serez 10, et on ne sait jamais où ça mènera. Alors on va passer un petit peu à l'actualité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de... Vos positions sur les sujets qui agitent l'actualité. Alors donc vous savez que récemment il y a donc les manifestations, je vais en parler un petit peu pour expliquer à ceux qui n'ont pas encore allumé leur télévision depuis longtemps, et ils ont raison d'une certaine manière, des actualités. Donc vous savez que depuis plusieurs semaines, après donc la grosse bertha de la propagande sur le Covid-19, eh bien, il y a une grosse propagande quasiment exclusivement occidentale, donc monde européen et américain, sur le fameux mouvement Black Lives Matter, donc qui veut dire les Noirs comptent aussi, plus ou moins. Enfin, voilà, les vies noires comptent aussi. Et il y a un relais donc de la propagande qui est extrêmement puissant, et vous avez constaté que Génération Identitaire a fait un petit coup médiatique, c'était samedi. Gros coup médiatique. Enfin, un petit coup, c'est selon qu'on va dire. Mais effectivement, il y a un coup médiatique qui a été réalisé par une poignée de Génération Identitaire qui se sont retrouvés en fourgon après, mais apparemment pour leur protection. Est-ce que le CP approuve cette action? Est-ce qu'il a participé à cette action, ou est-ce que, il envisage de faire comme eux? Non, nous n'avons pas participé à cette action, et on ne compte pas produire ce genre d'action. En revanche, j'approuve de tout cœur cette action, qui est très bien menée. Et tout à l'heure, on parlait de ratio énergie dépensée, résultat obtenu. Cette opération a eu un très bon ratio en termes de nombre de militants et de frais avancés, contrairement à l'opération dans les Alpes, par exemple, pour un résultat exceptionnel, quoi. J'ai l'impression que c'est une opération peut-être la plus réussie, même sur le plan des soutiens médiatiques qu'ils ont pu faire. Et pour la petite histoire, donc ils ont bien été évacués en fourgon, et ils ont été relâchés immédiatement après, avec les félicitations des policiers. Ce qui est inédit, hein, parce que... Je suis pas si étonné que ça, parce que la police, en ce moment, on a un peu ras-le-bol oui, tout le monde en a plein le cul de tout ça, donc... mais bon, il y a eu évidemment des menaces extrêmement dures, je vois en particulier envers les 2 filles, là, dont Thaïs, là, qui est devenue très médiatisée à la suite de cette action. Mais c'est vrai que c'est une action qui a été largement... suivi. Oui, alors évidemment les manipulations sont arrivées. D'abord, il y a eu donc des professionnels de la retouche d'image qui ont enlevé une flamme que tenait un fumigène, faire croire pour faire un salut fasciste. Ensuite, évidemment, derrière, on a caché aussi les cris et les slogans antisémites assez baroques d'ailleurs, qui ont été tenus contre les militants identitaires, parce que c'est quand même pas le moindre paradoxe de se faire traiter de juif quand on est identitaire, c'est quand même pas commun. Évidemment, Hanouna et par exemple Quotidien et tout ça ont commencé à expliquer que
Évidemment, c'était des extrémistes de l'extrémisme, c'est-à-dire plus à droite que ce que pouvait être extrême droite, qu'évidemment c'était hautement sulfureux et dangereux, alors que les slogans qu'ils ont indiqués, c'était non au racisme anti-blanc, et en anglais évidemment par réaction, les vies blanches comptent aussi. Ce qui malheureusement n'est pas le cas, puisque comme vous le savez, lorsqu'un Européen est tué un peu partout sur notre territoire, sauf s'il est tchétchène, eh bien évidemment il n'y a pas beaucoup d'actualité. Alors les Tchétchènes, j'aimerais bien en parler. Sinon, de ça. que vous inspire cette manipulation de toute cette histoire du le clan Traoré, tout ça. En réalité, c'est une agitation de gauchistes très minoritaire, à mon avis. Comment analysez-vous cette folie, cette hystérie médiatique depuis 15 jours sur un sujet qui nous vient d'ailleurs des États-Unis, qu'on essaie de transplanter en France? Alors, au-delà de l'affaire Traoré, donc je préfère m'interroger sur le mouvement américain, parce que c'est ça qui est les vraies racines du problème. Mais on a vu tout simplement le communautarisme noir en action. C'est-à-dire qu'il est extrêmement facile quand vous avez des communautés, quand vous avez un pays multiracial, multiethnique, multireligieux, si vous voulez, la tension, le conflit communautaire est toujours sous-jacent. Il suffit d'une étincelle pour faire ressurgir le conflit. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, avec des manipulations absolument aberrantes sur les chiffres. L'idée selon laquelle les Noirs américains seraient persécutés par la police. Alors, quand on pense que la communauté noire, qui représente 13% de la population américaine, est responsable pour entre 25 et 40% des meurtres de policiers chaque année. Excusez les flics américains d'être un petit peu racistes. Mais les flics américains, ils comportent aussi énormément de noirs dans leur rang. Absolument, oui. D'ailleurs, on est en plus dans des villes où se passe ce genre de manifestations. Ce sont des villes de gauche, toutes gérées par le Parti démocrate, et vous avez une très forte présence aux États-Unis, et ça on le découvre pour ceux qui ne savent, des mouvements antifa ultra-gauchistes aux États-Unis. Très, très nettement, on voit qu'ils sont à la manœuvre. Comme en France d'ailleurs. Oui, il y a une anthropologie particulière de l'antifa aux États-Unis qui est encore plus, qui est encore plus manipulé que l'antifa européen, quoi. L'antifa américain, c'est vraiment une synthèse, c'est-à-dire qu'il a les cheveux bleus, il est obèse, il s'est cassé une jambe volontairement pour pouvoir pour pouvoir lutter contre le capacitisme. C'est vraiment une synthèse de tout ce que la gauche a de plus dégénéré. En France, on a les antifas qui au moins sont encore capables de tenir le pavé physiquement, ce qui n'est pas le cas des antifas américains qui eux ont besoin en réalité des minorités ethniques pour faire face aux droitards. Oui, en remarquant une chose quand même en France, c'est que les manifestations dont on parlait de Black Lives Matter sont surtout composées d'Européens, ce qui m'a beaucoup frappé. Surtout en province. Voilà, et on voit bien l'extrême gauche derrière tout ça, parce que effectivement, ça n'a pas l'air si populaire que ça dans les communautés concernées. Absolument pas, parce qu'on voit quand on analyse les images des manifestations, on voit assez peu de noirs, et justement, et surtout du blanc d'extrême gauche. Et finalement, 15 000 personnes avec le battage médiatique dans une agglomération comme Paris, c'est un échec. Par contre, on peut se poser la question aussi évidemment, le soutien médiatique vers ce mouvement et les moyens dont bénéficierait le comité Adama Traoré. C'est quand même très très curieux quand même. Alors, j'ai pas de réponse là-dessus. À mon avis, il y a deux concepts clés pour analyser la surreprésentation des blancs dans ces manifestations. C'est d'une part ethnomasochisme, ce qui est quand même le concept qui résume l'état mental des Blancs en Occident. Et d'autre part, le concept américain du virtue signaling, qu'on pourrait traduire par donc ce signalement de vertu, qui est la volonté des Blancs de gauche de mettre en scène leur prétendue vertu, en démontrant à tous leur antiracisme et leur adhésion aux valeurs progressistes. Oui, alors c'est amusant parce que je discutais aujourd'hui, ce qui m'arrive rarement, mais avec quelqu'un issu de l'extrême gauche, mais qui on l'a quitté et qui m'expliquait à quel point il trouvait que finalement les Européens, les Blancs qui jouaient ce côté Black Lives Matter étaient en réalité les vrais racistes, puisqu'il estimait qu'en fait c'est par une forme de condescendance tordue que ceux-ci finalement allaient à la récupération du mouvement, parce que d'une certaine manière ce que certains militants afrocentristes et autres revendiquent, c'est d'être complètement détachés de tous les Européens. Ils vont au bout de l'équation, après on est pour, on est contre, et finalement ils se font récupérer là dans le cas présent. Car pour moi il y a une formidable récupération du mouvement en France en tout cas, via des Traoré, qui sont dans un segment extrêmement spécifique, c'est-à-dire une sorte de vendetta personnelle contre la police,
Et c'est assez frappant, moi je trouve ça. C'est-à-dire qu'il y a une proportion, effectivement, les panafricanistes cohérents sont pour une séparation définitive entre le monde européen et africain. Vous prenez un Kémy Séba, par exemple, qui effectivement est dans cette démarche-là. À mon avis, ça ne concerne pas la majorité des protestants et des Noirs impliqués dans ces manifestations, qui sont de manière générale plutôt dans une posture victimaire, qui en réalité dans la demande de réparation, la demande de... Oui, on a vu. Ce qui est inquiétant, c'est la complaisance, le soutien médiatique à toute cette opération et l'État français ou d'autres pays d'ailleurs qui accorde légitimité à des récriminations de plus en plus délirantes sur les statuts, les personnalités de notre histoire, etc. Bon. On a vu que Macron a déclaré que rien ne serait fait. C'est toujours du Macron, hein, c'est toujours complètement contradictoire avec ce qui peut être dit ailleurs. Hein. Macron, globalement, concrètement, il a laissé faire un petit peu le ministre de l'Intérieur dans cette affaire, qui a expliqué qu'il y avait donc des revendications légitimes supérieures à la loi commune. Concrètement, il y a donc une émotion. Cette émotion, plus ou moins spontanée, plus ou moins manipulée, aurait donc nécessairement une place supérieure à la loi commune. Ce qui est déjà pas le moindre des paradoxes. Alors notamment, il y a une chronique assez remarquable de Guillaume Bigot qui a sur CNews, que j'invite à écouter, qui dure 5 à 6 minutes, qui est remarquable. Il y a une analyse de texte, on peut dire, des déclarations du ministre de l'Intérieur, qui ont mis le feu aux poudres des forces de l'ordre, puisque concrètement, tout policier soupçonné. Donc, ils ont parlé de soupçons avérés. Mais retenons que la partie soupçon, un policier arrête quelqu'un issu de la diversité. La personne immédiatement, connaissant l'ambiance générale, va crier au racisme en disant « Je suis arrêté parce que je suis maghrébin, je suis noir ou autre, et pas parce que j'ai volé un sac à mamie ». Et le problème, c'est que les policiers risquent à ce moment d'être suspendus sur la moindre dénonciation, entre guillemets, je vais pas dire d'un malfaisant, mais d'un malfrat, tout simplement. Donc, les policiers, évidemment, en ce moment, ont un petit peu. De toute façon, ça s'inscrit dans une lassitude, pour parler vraiment, pour ne pas dire plus, de la police depuis des années, qui est complètement, qui en même temps est quand même un instrument servile de tous les pouvoirs, mais qui en même temps en est victime. Bon, moi personnellement, contrairement aux droitards moyens, je n'ai pas non plus un soutien sans réserve à la police. Je vois bien ce qu'elle peut faire contre les opposants. On les a vus lors des Gilets jaunes. On voit que face aux ennemis idéologiques, elle peut être particulièrement infecte. J'en connais beaucoup de nos camarades qui ont dû la subir. Donc maintenant, la police se retrouve lâchée par ceux qui est la filanture soutenue. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de votre rapport, par exemple, sur la police, les institutions? Non, instinctivement, j'ai plutôt de la sympathie pour la sociologie, l'anthropologie des policiers et des gendarmes. Ce sont souvent des mecs de droite. Voilà, c'est des mecs carrés qui ont le sens du devoir et la volonté de servir un ensemble qui leur est supérieur. Après, en pratique, oui, on constate que ce sont les instruments du pouvoir en place et qu'in fine, ils feront ce qu'on leur dit de faire. Maintenant, l'intérêt de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on peut espérer aussi une radicalisation des forces de l'ordre, une politisation des forces de l'ordre. J'ai moi-même pas mal de camarades dans la police, et on peut espérer qu'avec ces événements, les policiers commencent à prendre conscience que la situation actuelle est une poudrière et que leur situation, ainsi que celle du reste des Français, va ne faire que s'aggraver dans les années à venir. Alors je vais faire un peu la police moi aussi. Donc évidemment, les forces de police ne sont pas racistes, mais elles peuvent être ethno-différentialistes. Et en conséquence, effectivement, avoir une Déjà, ce mot est piégé. C'est un mot piégé parce que le fait est que, en réalité, la question finalement se pose autrement. Beaucoup de Français et d'Européens, de manière très sincère, ont pensé que des gens issus de la diversité pouvaient devenir Français. Et y compris au Rassemblement national, on tente d'accréditer cette thèse. On constate dans le cas des Dom-Tom ou dans le cas d'autres populations qui sont pourtant rattachées à la France depuis longtemps, et dans le cas des Américains, que cette équation ne fonctionne pas forcément. Il y a quelque chose d'assez frappant. Si on prend l'exemple de la situation des Noirs américains. Je relisais récemment de la démocratie en Amérique, donc de Alexis de Tocqueville, qui dans les années 1850 mettait en garde le peuple américain en disant que la question afro-américaine, il n'utilisait évidemment pas ce terme à l'époque, allait être la question cruciale qui mettait en danger l'avenir des États-Unis. C'était en 1850. C'était avant même Lincoln, la guerre de sécession et tout cet aspect-là.
ce sont des populations qui sont venues contre leur gré, mais qui parlent anglais, qui sont dans des standards, idéologiques du patriotisme américain comme les autres, du drapeau. On peut même pas dire que c'est multiculturel, parce que ils sont théoriquement participent au melting pot, au mode de vie américain, au melting pot américain. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai que Huntington, par exemple, lorsqu'il a écrit un livre qui s'appelait Qui nous sommes, Who We Are, donc ciblait surtout l'immigration mexicaine et hispanophone, en disant qu'il y avait une menace pour l'avenir de la langue anglaise aux États-Unis. Il ne ciblait pas les populations afro-américaines. Or, on voit bien que ces populations afro-américaines, aujourd'hui, non seulement par leur vote, un vote à l'écrasante majorité pour les démocrates, malgré une petite minorité d'Afro-Américains qui résistent et qui annoncent voter Trump contre Biden, qui explique qu'on peut pas... il est assez fort quand même, Biden, c'est le candidat démocrate, a expliqué qu'on pouvait pas être Afro-Américain et voter Trump. C'est quand même pas mal. Et après, c'est Trump qui est raciste. Mais bon, visiblement, Biden considère que ce sont des votes acquis. En même temps, il a raison. 90% des Afro-Américains ont voté pour Hillary Clinton. Ouais, même 93%, je crois. Ouais, voilà. Après, c'est normal parce que c'est aussi ceux qui ont bénéficié du plan Obama en matière d'assistance médicale, avec un résultat assez limité quand on voit les résultats de Covid-19. C'est aussi avec Johnson, les droits civiques, c'est-à-dire c'est toute l'idéologie antiraciste que subit l'Europe. En réalité, au départ, ce sont des idéologies américaines. Mais de toute façon, tous les courants idéologiques de gauche que nous subissons depuis des décennies, que ce soit l'antiracisme, la théorie du genre, les théories sur la sexualité, les minorités sexuelles, tout vient des États-Unis. Ce pays est quand même le propagateur de la plupart des idéologies nuisibles. Alors Christophe, je vais vous corriger un petit peu, parce que effectivement, moi j'avais aussi cette idée de départ, et en fait on se rend compte que les déconstructivistes sont des marxistes français, notamment des années 60, dont les théories sont parties dans les universités américaines, et donc en fait c'est une créature qui se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'il y a bien des théoriciens francophones ou français qui ont inventé ça. Il y a bien des théoriciens américains aussi. Hein. Oui, mais ils ont retrouvé. En fait, c'est parti de France vers les États-Unis, et ça nous est renvoyé déformé évidemment par tout ce qui est américain. Donc déformé, amplifié, de manière excentrique presque parfois. Bien, le politiquement correct, toutes ces théories, c'est des choses qu'on imaginait, on en parlait déjà il y a plus de 20 ans, 25 ans. C'est oui, ça n'arrive. Non, mais c'est terrible, ça n'arrivera pas en France. Mais voilà, on arrive en France, on est en France. Et je dis bien France, hein, parce que je vois bien que dans certains pays européens, il n'y a pas du tout ce cirque. Par exemple, je vois par exemple l'Italie. Il y a eu quelques manifestations gauchistes, anti-racistes, mais c'est rien du tout par rapport à la France. Et en plus, il n'y a pas du tout la caisse de résonance médiatique qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire que depuis 15 jours, alors on a eu le Covid qui allait tuer la planète entière. Et depuis 15 jours, on est sommé de s'agenouiller devant George Floyd, les Traoré. Mais là, c'est en train un petit peu de se calmer parce que la baudruche s'est dégonflée, je pense, petit à petit. Et tout ça n'a pas du tout de soutien dans l'opinion réelle du pays. Ben non, mais le problème de cette affaire, c'est que on voit bien que c'est minoritaire, mais c'est extrêmement puissant. Et surtout, le pouvoir cède, parce que le pouvoir ne cède pas aux gilets jaunes qui ont parfois en pointe atteint peut-être 300-400 000 personnes dans les rues en global. Mais qui étaient largement soutenus. Voilà. Et donc là, c'était la répression à tout va. Et là, ils sont 20 000 et pas touche. Là, aujourd'hui, il y a eu des manifestations pour, je crois, les infirmiers. Et il y a eu des émeutes avec des Black Blocs qui ont commencé à renverser des voitures. Il y a des images que vous trouvez sur Internet où on voit des pierres qui sont massivement lancées sur les forces de l'ordre. On a l'impression qu'on est en Palestine. Non, on est dans les rues de Paris. C'est assez impressionnant. Et on a l'impression que le pouvoir, là, ne fait rien. C'est le syndrome manif pour tous. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 millions de Français de droite dans les rues, il ne se passera rien. Le gouvernement ne reculera pas. Vous mettez 200 Tchétchènes énervés, le gouvernement recule. Alors oui, il y a cette affaire tchétchène et ça c'est drôle. Alors, on va peut-être en parler, rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé, c'est tout récent. Oui, parce que c'est vraiment l'actualité qui a détrôné finalement depuis hier, grâce aux réseaux sociaux, c'est vraiment l'actualité qui a détrôné l'affaire Traoré. En fait, tout simplement, on peut l'interpréter de manière variée. Donc, chacun d'entre nous va peut-être avoir une interprétation personnelle de la chose. Chez la mienne, elle sera un peu originale. Bon, vous avez au départ donc une agression d'un jeune Tchétchène de 16 ans par donc des Maghrébins liés a priori à un réseau de trafic de drogue. Plus ou moins, parce que les informations sont difficiles à obtenir. Et, chose étrange, les Tchétchènes ont une logique communautaire beaucoup plus forte que les Européens classiques. Ils ont peut-être le côté plus archaïque, on va dire. Ils se sont massivement rassemblés, il y a quelques centaines de personnes, avec du matériel que je ne commenterai pas, pour opérer une rétorsion, même qui sont venus de Belgique ou de Suisse,
pour se masser à Dijon. Et donc ils ont lancé une attaque comme une sorte de vendetta massive contre la communauté maghrébine avec du matériel de guerre. Donc on n'est pas sur un petit conflit de base. Hein. Et alors qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire ? Est-ce que c'est deux communautés implantées en France qui règlent leur compte chez nous ? Est-ce que vous avez un camp qui vous est plus favorable que l'autre ? Qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Pas vraiment de préférence, à vrai dire. C'est une constatation désabusée. On vit dans une espèce d'asile à ciel ouvert qui s'appelle la France, où des communautés étrangères, islamiques qui plus est, s'entretuent sur notre sol, pour des questions de contrôle du territoire et de vendetta personnelle. J'ai cru voir un petit peu sur les réseaux sociaux des gens qui avaient l'air de prendre le parti des Tchétchènes, ce que je ne ferai pas, parce que c'est une population qui, si elle est effectivement ethniquement de souche européenne, je sais que vous le dites, Thomas Ferrier, c'est ça physiquement, oui, culturellement c'est quelque chose de très particulier, et les Tchétchènes sont quand même très très impliqués dans un tas de réseaux mafieux extrêmement douteux, de gens très violents, et d'ailleurs on s'aperçoit justement qu'on a une quantité impressionnante de Tchétchènes en France, enfin, c'est pas énorme, mais c'est très récent, qui sont réfugiés, théoriquement. Donc, on peut dire que s'ils sont réfugiés, c'est qu'ils sont anti-Poutine. Donc, anti-Poutine, ils sont pro-rébellion tchétchène, donc islamistes. Et on ne peut pas nier aussi chez les Tchétchènes le nombre de Tchétchènes qui sont implantés dans les réseaux de Daesh, etc. On entend leur présence, parler de leur présence sans arrêt. Donc on a quand même une communauté sans doute soudée qui a certaines qualités que nous ne pouvons pas avoir, parce que de toute manière, des Français de souche feraient la même chose, mais ce serait la répression policière immédiate dans le système dans lequel on vit. Il faut bien le comprendre. On tolère ce genre de comportement de la part de minorités ethniques, mais essayez d'en faire autant. Mais ce serait la chasse aux méchants Français racistes qui ratonnent les pauvres. Alors le président Macron a quand même prôné l'expulsion des Tchétchènes concernés dans la mesure du possible. Oui, enfin, Schiappa avait programmé l'expulsion des violeurs étrangers. On ne sait pas quelles suites ont été données à cette affaire. Dans le cas des Tchétchènes, c'est pas compliqué, c'est qu'ils ont le droit d'asile, il y a des conventions internationales que la France a signées. Donc à moins de considérer que la Tchétchénie est une zone libre et qu'il n'y a pas de raison d'être réfugié de Tchétchénie. Après tout, ça peut se discuter, hein. La Tchétchénie aujourd'hui fait partie de la Fédération de Russie. La guerre théoriquement n'y existe plus. C'est quand même aussi en Russie les premiers mafieux de la Fédération de Russie. Les Tchétchènes sont omniprésents avec d'autres peuples caucasiens du même acabit, que ce soit les Dagestanais et autres, dans les affaires de mafia, de meurtres, etc. C'est la communauté, je crois, la plus criminogène de la Fédération de Russie. Alors, tout le Caucase déjà. Les Tchétchènes sont comment ? La mafia géorgienne est connue aussi. Alors, je sais que Thomas Ferrier, vous allez nous expliquer que ethniquement ils sont. Non, mais je vais partager cette idée. Mais effectivement, comme le disait Jean Raspail, ils sont peut-être ethniquement européens, mais sur beaucoup de points de leur mentalité, c'est quand même pas du tout. Alors on va être très précis parce qu'effectivement ça me fait plaisir. C'était pour m'ouvrir un peu la voie. La question, les Tchétchènes effectivement sont des Européens. Maintenant, il faut pas non plus être naïf. Effectivement. Le fait est qu'une fois qu'on a dit qu'ils étaient européens, on sait qu'il y a un gros problème en Tchétchénie. Alors le gros problème en Tchétchénie, moi j'ai pas la lecture qu'on peut avoir directe. D'abord, je pars du principe que les communautés d'immigration sont naturellement plus portées, étant déracinées, à rejoindre des groupes de type mafieux et autres que la population locale. Il ne faut jamais confondre le Tchétchène ou l'Albanais ou le Bosnien qui sont chez eux de celui qui est déraciné. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a d'autres communautés et donc il y a un effet de contagion. Si vous êtes un Tchétchène, un Albanais ou quelqu'un qui a de tradition musulmane, même si vous êtes très peu musulman, vous implantez en France, si vous n'êtes pas relayé par des communautés déjà implantées de votre propre peuple, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez en cité, vous retrouvez à aller à la mosquée avec donc la diversité qui peuple certaines de nos banlieues. Et en conséquence de quoi, vous finissez par osmose à vous radicaliser. Un Albanais d'Albanie va pas se comporter comme nécessairement un Albanais qui va se retrouver en Seine-Saint-Denis, par exemple. Ou très naturellement, il va être embrigadé, entre guillemets. La communauté albanaise d'Italie, qui est très nombreuse, a des relais locaux. Donc, résultat, ils ne tombent pas dans ce travers. Mais ce conflit est quand même inquiétant. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est quand même aussi que l'État complètement incapable de faire respecter. On a vu des images hier assez hallucinantes
tous ces Maghrébins qui étaient avec des Ouais, armes. qui Alors, montrent les médias nous ont dit que c'était des armes factices. Hein. En partie factice quand même. Ça va, on est rassurés. Pas chez les Tchétchènes. C'est pas le cas. Hein. Pas chez les Tchétchènes en tout cas. Faut voir le double standard, c'est-à-dire qu'en France, on nous explique qu'il y a eu une descente de police dans une structure nationaliste où on a trouvé des dizaines d'armes à feu. On nous montre les photos, c'est 12 fusils d'airsoft. Bon, pour les Arabes, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils nous montrent des armes de guerre. On dit non, ça c'est de l'airsoft, c'est pas très grave. C'est une manipulation médiatique. Une tradition éventuellement. Oui, c'est une tradition locale. C'est bon, les tirs en l'air lors des mariages, c'est sympa. Mais il semblerait qu'il n'y a pas que des airsoft. Hein. Il y avait des choses, visiblement, les experts d'armement ont analysé les images qu'on a pu voir hier. Et donc on a vu aussi le maire de Dijon absolument lamentable. Je parle même pas de Castaner. Enfin, c'était pitoyable. Mais de toute façon, dans cette affaire, en plus, n'oublions pas une donnée importante. Bon, la Tchétchénie, c'est le seul cas de peuple européen où il y a vraiment un problème d'islamisme au sens fort. Et il s'explique historiquement. Faut pas oublier que les Tchétchènes et les Ingouches ont été déportés par Staline. Donc là, il y a eu une phase de déracinement. Ils ont pu revenir dans les années 50 sous Khrouchtchev. Mais ce déracinement a eu un impact détestable parce qu'une population qui reste bien implantée dans son territoire est enracinée. Vous déracinez ce genre de population, vous n'êtes pas sûr quand ils reviennent dans le territoire de départ que vous arrivez à les réenraciner. Deuxièmement, le conflit tchétchène a été terrible, mais au départ, les premiers nationalistes tchétchènes étaient laïcs. Il y avait même un général de l'armée rouge qui était dans l'affaire Doudaïev, je crois. Et ensuite, la répression russe a amené à d'abord un financement étranger. Les Américains n'y étaient pas pour rien non plus d'ailleurs, avec les Wahhabites, avec l'Arabie Saoudite. Donc forcément, il y a un moment donné, il y a l'argent qui arrive. L'argent donne des matériels, des armes, mais en échange de ces armes, eh bien, on demande une soumission. On est en réalité sur cette affaire, la question tchétchène en elle-même est anecdotique. Là, c'était des Tchétchènes, ça aurait très bien pu être une autre communauté immigrée. D'ailleurs, il y a une affaire avec les Chinois, là. Voilà. J'ai vu des images Aubervilliers d'une rixe ethnique entre Chinois et Arabes. Oui. Voilà, mais ça, c'est classique. Là, les médias, en ce moment, donc déjà, ce qui est intéressant aussi, cette affaire, c'est les réseaux sociaux parlent de ça. Pendant, il n'y a pas un mot. Et ça commence la mayonnaise prend tellement qu'ils sont obligés d'en parler. Donc le gouvernement est obligé de se positionner. Et on apprend des choses. C'était toujours des Tchétchènes contre les habitants de Dijon, des habitants de Dijon. C'est des Dijonnais, sans doute des habitués oui, il y avait une fête du vin qui s'était mal passée. Bien sûr. Et mais par contre, les médias, ont choisi. Tous les méchants, c'est les Tchétchènes, visiblement. Hein. Les Tchétchènes, ça. Ils sont comme trop européens, oui, finalement. Non, c'est surtout que je pense qu'ils sont pas assez nombreux. C'est vrai qu'on préfère, j'ai l'impression qu'on préfère mettre l'accent sur la question tchétchène, pas du tout sur la question de l'immigration. Oui, ces méchants Tchétchènes qui sont allés perturber nos paisibles Maghrébins. Bon, déjà, on n'a pas de complexe colonial vis-à-vis des Tchétchènes. Il n'y a pas de repentance coloniale vis-à-vis de ça. Alors qu'on parlait du gauchisme prépondérant en France comparé à d'autres pays européens comme l'Italie. C'est vrai que la France j'attribue ça principalement peut-être à le poids du péché colonial originel qui fait qu'en France, la gauche est particulièrement forte sur cette question antiraciste et qu'on retrouve presque nulle part en Europe à part Royaume-Uni, Allemagne et peut-être les pays scandinaves. On a surtout, en France, on a quand même éducation nationale gauchiste, milieu culturel gauchiste, médias gauchistes depuis plus de 50 ans. Donc on voit le résultat du lavage de cerveau. Il y a quand même des pays qui sont quand même très attaqués. D'autres qui le sont beaucoup moins. Moi, je vois même un pays comme l'Espagne, même si même l'Espagne est dirigée par des gauchistes, le peuple espagnol, en majorité, ne marche pas trop dans tout ça. Hein. Mais il faut pas oublier d'ailleurs que l'apprentissage des langues en France est assez au collège et au lycée est assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent être amenés à faire jusqu'à 7 ans une langue étrangère. Ils en sortent avec un niveau basique médiocre. Que ce soit en anglais, en allemand, en espagnol. Par contre, ils auront eu droit, durant toute leur scolarité, à un bourrage de crâne maximal. Moi, je me souviens des cours d'anglais assez rapidement. En 6e, 5e, on nous enseignait la grammaire, le vocabulaire. On faisait de l'enseignement sérieux. À partir de la 4e, on avait droit du sociétal. Donc, c'était toujours le même slogan à l'époque. L'apartheid, Martin Luther King, avant que ça disparaisse. Donc voilà, c'était le grand sujet. Oui, je me souviens, c'était donc, moi, j'étais en première au début des années 90. C'était effectivement que des textes sur les Noirs américains. C'est-à-dire que les États-Unis, c'était ça. C'était la question noire. Voilà, c'était ça. En allemand, en allemand, c'était pas difficile de voir les textes historiques, c'était sur la même chose. Alors l'italien, non, j'ai fait de l'italien, mais c'était pas tout à fait ça. On avait quand même des textes bien gauchistes aussi, mais c'était moins. Alors l'espagnol, c'était anti-franco, c'était. Et puis Cuba aussi, Castro. C'est-à-dire qu'on a quand même un problème. C'est que si on en est là, c'est quand même le monde éducatif, le monde culturel, mais et d'une nuisance, mais c'est impressionnant. Alors d'une inculture aussi, parce que l'inculture fait une part, et c'est 50% du problème. Moi, j'ai fait des cours de russe. J'ai suivi des cours de russe, et en cours de russe, c'était tout à fait différent, parce qu'on pouvait s'attendre du bolchevisme, pas du tout. Généralement, les profs de russe étaient plutôt anticommunistes.
Et il nous expliquait la Russie. Surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait vraiment du pays. Et le problème, c'est qu'effectivement, on retenait des États-Unis, qui sont une culture quand même riche. On parlait pas de Washington, de Jefferson. Évidemment, on découvrait pas le vrai visage de Lincoln. Ça mériterait d'ailleurs d'en parler un tout petit peu. Je vais en parler rapidement. On voit aujourd'hui, il y a des statues qui commencent à être abattues. Alors, Thomas Jefferson vient d'être abattu à Portland. George Washington, blanc. Voilà. George Washington a été tagué massivement, je crois, à New York, ou enfin des grandes villes de l'Est. Donc, ils sont en train d'attaquer les pères fondateurs. Pour l'instant, pour des raisons logistiques, ils sont pas allés s'occuper du mont Rushmore ou de la statue d'Abraham Lincoln, donc dans le mémorial Lincoln de Washington. Mais il faut savoir, par exemple, Abraham Lincoln, qui est présenté comme l'abolitionniste de l'esclavage, qui était le cas. Il faut savoir qu'il a aboli l'esclavage en 1863, la même année où le tsar Alexandre II supprimait le servage pour les Russes. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, des populations européennes comme les Russes vivaient un quasi-esclavage à la même date. Et ça, on n'en parle jamais, évidemment. Et donc, Abraham Lincoln pensait que d'abord, c'était des raisons économiques. Il n'a pas aboli l'esclavage par principe, il l'a aboli d'abord parce qu'il estimait que ça faisait une concurrence économique déloyale vis-à-vis des paysans blancs du Middle West et du Nord. Et il considérait que c'était une économie primitive par rapport à l'industrialisation du Nord. Donc raison économique. La deuxième raison, effectivement, des raisons morales. Mais Lincoln n'avait jamais cru au vivre ensemble. D'ailleurs, lui-même considérait qu'il y avait une inégalité profonde entre les populations. Résultat des courses, il avait conclu par le slogan, en français, « Envoyez-les au Libéria ». Et évidemment, c'est un sudiste blanc qui a tué Abraham Lincoln et il a été remplacé par ce qu'on appelait à l'époque les républicains noirs, c'est-à-dire en fait le courant le plus anti-sudiste qui ait pu exister. À l'époque, le parti démocrate de Obama, Biden et compagnie était à fond pour le Ku Klux Klan et compagnie. C'était les républicains qui étaient... Ça arrive plus tard, ça, quand même. Mais déjà les 1850, 1860, les démocrates américains étaient à fond contre la suppression de l'esclavage, même dans le Nord. Et ça, c'est l'ironie de la chose. Jusque dans les années 50, d'ailleurs, les démocrates étaient très majoritaires dans le Sud, ce qu'on appelle le Deep South, c'est-à-dire les États du Sud des États-Unis. C'était les démocrates qui commandaient. Et maintenant, vous regardez la carte de Donald Trump, c'est républicain partout. Donc, il y a un vrai changement sociologique aux États-Unis qui a eu lieu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous inspire ces événements américains, mais je crois que, par exemple, cette hystérie contre même s'en prendre aux pères fondateurs des États-Unis, aller attaquer, ne va pas profiter du tout aux démocrates. Je n'y crois pas du tout. Je pense que l'Amérique profonde qui voit cela va être renforcée encore dans ses convictions. Alors, le problème, c'est que c'est le débat, c'est que d'une part, il y a effectivement une polarisation un peu de la sociologie électorale qui fait que les conservateurs vont se retrancher dans leur position, vont voir leurs opinions confirmées, mais l'autre problème, c'est la course démographique. Et vous avez la démographie américaine qui change tous les ans, la proportion de latinos qui votent à 60-70% pour les démocrates augmente chaque année. Encore une fois, vous allez avoir une course entre d'une part les blancs qui vont probablement se radicaliser doucement vers la droite, mais d'autre part la démographie galopante des latinos qui va leur faire concurrence pour le vote démocrate. Et c'est le même problème qu'on a en France. C'est-à-dire qu'en France, le français moyen se radicalise aussi, se tend vers la droite de plus en plus. Mais est-ce que ça va se faire assez vite ? Est-ce que le grand remplacement ne va pas atteindre des proportions irréversibles d'ici là ? J'ai une question à vous poser plus personnelle. Je pense que, je sais pas, vous, dans vos activités professionnelles, vous côtoyez des gens qui, évidemment, ne sont pas du tout de notre mouvance. Et est-ce que vous sentez quand même une évolution peut-être des opinions? Est-ce que vous avez des signes qui vous montrent que beaucoup de choses font un peu réfléchir? Ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut se permettre aujourd'hui, avec des quasi-inconnus, un discours qui était inenvisageable de porter il y a quelques années. Je peux me permettre, avec des inconnus aujourd'hui, de défendre des positions ouvertement identitaires, sans aucun problème. Et les gens sont gênés, c'est-à-dire que vous avez des jeunes filles qui, en soirée, vous avouent, une fois qu'elles ont bu un ou deux verres de vin, que oui, c'est vrai, c'est toujours les mêmes qui les emmerdent dans la rue. Voilà, vous pouvez vous permettre un niveau de radicalité que même Marine Le Pen n'ose plus se permettre sur le plateau télé. Oui, parce qu'elle est plutôt dans une logique de radoucissement du discours qui n'est pas très profitable, à mon avis. Non, je pense pas non plus. Bon, après j'ai dit ça, mais que nos auditeurs ne se sentent pas pousser des ailes et ne prennent pas de risques au niveau professionnel. Moi, je choisis mon discours en fonction des personnes que j'ai en face et si je les sens réceptifs ou pas. Oui, c'est important d'adapter les discours, mais il faut aussi être compris. Effectivement, Marine Le Pen, parce que Christophe ouvre le bal, donc j'y vais. Donc Marine Le Pen, effectivement, a surpris un certain nombre de ses partisans, y compris les plus acharnés récemment, par des prises de position qui sont assez complexes et difficiles à comprendre. Elle a critiqué ouvertement et presque blâmé Julien Audoul pour des propos sur la famille Traoré.
On se demande vraiment pourquoi. Bon, voilà. Et elle a critiqué Marion Maréchal Le Pen parce que Marion Maréchal a quand même... Marion Maréchal, oui, parce qu'elle a précisé, alors, bien qu'elle ait précisé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas racialiste, visiblement, elle a eu simplement le tort de dire qu'elle était blanche. Et ça suffit pour avoir droit à une leçon de sa tante, lui disant qu'il faut pas tomber dans le piège des racialistes. Marion a tenu le discours qu'on aurait aimé entendre de Marine, absolument. Ouais. Et puis dernière en date, cette affaire, donc même si on peut discuter sur le fond de la question de l'utilisation de statistiques ethniques, il me semble que le Rassemblement national, ex-Front national, pendant des années avait réclamé des statistiques ethniques pour voir l'ampleur des dégâts. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, au nom d'une prétendue unité de la carpe et du lapin, refuse de disposer de cet outil. Ouais, Marine Le Pen fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on a vu partout à travers le monde des leaders, pas forcément nationalistes, mais disons de droite, qui s'assument, qui justement arrivent au pouvoir en assumant leurs idées pleinement, en refusant de s'excuser chaque fois qu'un journaleux de gauche le leur exige. Bon, le premier exemple étant Trump, le second peut-être Bolsonaro, Salvini également. Et Marine Le Pen fait l'inverse de ça. C'est absolument aberrant. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès d'un Zemmour, par exemple? Parce que c'est quelqu'un qui ne s'excuse jamais. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu Zemmour reculer, s'excuser, demander pardon de sa malpensance à les journalistes de gauche. Il assume et il enfonce le clou. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une théorie sur ça, mais je crois fondamentalement que c'est la question de savoir qu'est-ce que la crédibilité politique. Est-ce que la crédibilité politique, c'est de dire finalement ce que les journalistes ont envie d'entendre, sachant que ça ne paye pas. Je donne un exemple. Marine Le Pen donc s'est découverte gaulliste il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a voulu aller sur l'île L'île de Saint, voilà. J'allais dire l'île de Shine, je sais pas pourquoi. Mais en France, tu voilà. fait. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de dire comme ça, mais bon, l'île de Saint. Pourquoi? Parce que c'est c'est sur cette île que visiblement il y a eu un ralliement massif de gens à la résidence. Oui, de marins à France Libre. Oui. À France Libre. Eh bien, ils ont réussi l'exploit de décaler d'1 heure la date de la commémoration pour faire en sorte qu'elle arrive trop tard. Parce qu'il fallait quand même y penser, ça j'avais jamais... Et voilà. Et donc, on se rend compte de toute façon qu'elle a beau pratiquer toutes les reptations idéologiques possibles, tous les reniements possibles, eh bien, ça ne paie pas. Parce qu'il y a besoin d'un diable dans le système, et qu'il a été décidé, parce qu'elle porte un certain nom, que le diable, c'était elle, comme c'était son père auparavant. C'est un diable qui porte pierre, peut-être, mais donc on voit bien que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'évidemment, il faut trouver le dosage entre des propos illégaux ou provocateurs stériles qui amènent à faire peur, et des propos qui laissent penser que si c'est un parti comme les autres, on ne voit pas où il a plus-value. Parce que le problème, il est là. C'est que vous avez deux partis politiques qui tiennent un discours très aseptisé. Il y a un parti qui a des avocats, qui a des notaires, qui a des professions libérales, des gens qui sont bien implantés, ce qu'on appelle des notables. Et un parti qui a des notables, qu'on en pense, eh bien, ça a une crédibilité politique. Parce qu'on se dit, ce sont des gens implantés. Le Rassemblement national ne semble pas du tout avoir réussi à devenir un parti de notables. Ouais, il est dans certaines zones de France où il a des mairies, etc. Oui. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez gagné les municipalités et des positions de pouvoir local, les notables sont attirés. Mais il y a des endroits où vous pouvez faire évidemment 30% des voix au présidentiel. Vous n'êtes pas capable de présenter une seule liste au municipal. Donc déjà, c'est dire qu'on n'est pas crédible. C'est-à-dire qu'on a des tas d'endroits aussi en France où le RN est une coquille vide. On a vu au municipal, il y a des départements entiers qui lui sont pourtant très favorables lors des élections nationales. Eh bien, il n'y a rien. Prenons la Haute-Saône, par exemple. Le RN cartonne en Haute-Saône, aux européennes, aux présidentielles, au municipal. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a personne. Il y a un manque de cadre. Il y a un manque de cadre évident. Et pourquoi il y a un manque de cadre? Parce que de toute façon, il y a aussi eu le problème de tous ces changements permanents de responsables. C'est-à-dire que une grande partie de ce parti que moi je connais bien, parce que j'en ai longtemps fait partie, je suis d'ailleurs encore adhérent, je crois, il ne garde souvent rien de ce qu'il a pu faire. C'est-à-dire qu'à chaque élection qui arrive, on a l'impression qu'on recommence à zéro. Dans certains, on a l'impression que on change de responsable. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Donc, ça n'attire pas non plus nécessairement les bonnes volontés. Oui, il y a un manque d'enracinement local, tout simplement. Et on prend l'exemple d'une ville qu'on connaît bien, Christophe, vous et moi, la ville de Nancy, où je crois qu'ils ont réussi à faire une liste qui a fait un score absolument dérisoire. Oui, ça n'a pas été aidé par la situation du Covid. Le Covid n'a pas aidé, mais effectivement, le problème aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément, au sein notamment de la droite nationale, perçu cette importance du local.
les gens effectivement votent au présidentiel, législatif éventuellement, un peu moins déjà, et au local, ils n'ont pas vu, ou alors ils partaient du principe que c'était perdu d'avance. Il y a peut-être aussi cet effet-là. Ils ont l'habitude, les électeurs ont un souvenir de ce qui se passe. Pour les électeurs, le RN existe au présidentiel. Déjà, au législatif, on voit avec les scores qu'il fait quand même qu'il existe beaucoup moins. Il existe pas mal au régional, souvent, aux européennes, mais c'est particulier. Il y a des scrutins qui le réussissent, et des scrutins qui ne le réussissent pas. Bon, par contre, je considère, je sais pas quelle est votre position, pour l'instant, sur le plan strictement électoral, je verrais difficilement un mouvement percer et faire concurrence au RN sur le plan électoral. Ça me paraît très difficile. Oui, effectivement. En dehors du niveau local, il peut y avoir des fulgurances. Au niveau national, j'ai pas en tête de parti pour qu'il serait stratégiquement judicieux de voter aujourd'hui. Alors nous avons des remarques d'auditeurs. Oui. Alors d'abord, il y a une question. Avez-vous des ramifications avec des mouvements similaires dans d'autres pays européens? Je pense qu'il faudrait plutôt parler des Braves. Je crois que les Braves ont ouvert une section en Bulgarie. Il y en a une en Roumanie. Alors plusieurs. Il y en a en Roumanie, il y en a en Bulgarie, il y en a en Pologne. Et puis il y a des petites sections souvent dans différentes capitales européennes. Il doit y en avoir une à Berlin, il doit y en avoir une à Londres également. Mais les Français expatriés. Oui, souvent. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'effectivement, il y a deux dimensions. Il y a les Français expatriés. Il y a une stratégie d'ailleurs de Daniel Conversano d'inciter les gens à aller plutôt à l'Europe de l'Est s'intéresser. Donc oui, il y a des structures. Alors évidemment, ils ont l'air très très intéressés par le CP, mais ils veulent qu'on répète pour la 10 millième fois l'adresse. Alors je vais voir si je me souviens. Équipe. Non, l'inverse. Ah, c'est l'inverse, vous voyez. Paris.équipe. Voilà. Donc, alors je vais le répéter et cette fois-ci bien nettement. Exactement. Donc, je vais répéter clairement pour les auditeurs pour que vous ayez le temps de noter puisque vous me dites qu'on parle trop vite. Donc, c'est Paris, tout simplement, la capitale. Point. Une équipe comme le journal L'Équipe, mais sans accent. C'est ça. Parce qu'on est sur des en minuscule. Mail, tout en minuscule. En minuscule. Donc, paris.équipe@gmail, donc gmail.com. Gmail, c'est ce que vous avez pour la plupart d'entre vous sur vos téléphones portables. C'est ça. Pour pouvoir télécharger les applications. Donc, c'est vraiment le plus simple possible. Ah, alors, quelqu'un qui me pose une question intéressante. Alors, je crois que c'est de l'humour, mais je vais quand même le lire. Sur les Tchétchènes. Cessez de dire du mal des Tchétchènes. D'abord, M. Kadyrov est un ami de M. Poutine. Les amis de nos amis sont nos amis, non? Et puis, les Tchétchènes réfugiés politiques en France ne sont pas des islamistes combattants en Syrie, par définition, bien cordialement. Alors, on a dit plutôt du bien des Tchétchènes. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas dit de mal. Donc, pas non plus en dire trop de bien. On va pas non plus dire qu'il n'y a pas d'islamistes chez les Tchétchènes. On sait très bien ce qu'il en est. Kadyrov est extrêmement bizarre aussi. Bon, Kadyrov, c'est un ami de Poutine parce que Poutine avait besoin de quelqu'un qui maintienne la paix à tout prix en Tchétchénie, puisque c'était une des promesses de campagne de Poutine en l'élection de 2000. Il s'était engagé à ce que la Tchétchénie arrête des attentats, parce que je rappelle Beslan avec une école, le théâtre de Moscou, enfin il y a eu beaucoup d'autres choses où les Tchétchènes se sont fait remarquer. Écoutez, pour les auditeurs, s'ils sont passionnés par ça, un jour on va inviter un spécialiste du Caucase et on parlera de ces sujets. Je vais peut-être faire une vidéo YouTube sur les Tchétchènes. J'ai fait les Albanais, autant faire les Tchétchènes. Alors, donc les ramifications d'Europe, on l'a dit, le rappel du courriel, on l'a dit. Bon, il y a certains plaisantins qui s'étonneront pas que leurs questions ne soient pas lues, parce que voilà. On a une petite farce sur les kibbutzim, le communautarisme des kibbutz, on va éviter de la poser. Voilà. Sur les bases autonomes de développement, donc ça il faudrait inviter Son Giorgio pour en parler puisque c'est l'inventeur du concept des BAD. On va parler des choses plus concrètes. Alors voilà, d'abord, qu'est-ce qui se passe si vous avez quelqu'un qui est intéressé par le CP et qui a des choses à offrir, le CP, des vêtements, des livres pour les enfants, des meubles? J'imagine qu'il faut vous contacter. Oui, évidemment, oui. Contactez-nous à l'adresse mail qu'on a donnée précédemment. Voilà. Est-ce qu'il y a une section caritative, un organisme dédié de l'ECP? Non, pas l'ECP. Je connais quelques mouvements qui font ça à travers la France. Nous, le principal problème, en fait, c'est le manque de ressources humaines, au sens que pour chaque projet qu'on a, il faut une ou plusieurs personnes vraiment proactives qui s'engagent à mener ce projet à bien. Et donc, si vous avez pour volonté de mettre en place ce genre de structure caritative, il faudra que vous en chargiez, parce que tous les cadres ont déjà un emploi du temps très chargé avec l'animation d'un groupe de 200 personnes, encore une fois. Donc mais ça vous intéresse, clairement. Oui, ça nous intéresse. Alors là, une petite question sympathique, mais plutôt pour les identitaires. Ça me permettra de poser une question. Bravo à votre invité pour son honnêteté. Si on parle des identitaires, on voit des militants qui ressemblent plus au genre idéal qu'au skin ou au marginal. Les filles paraissent charmantes.
Y a-t-il un site pour contribuer financièrement? Y a-t-il des camps d'été pour quelle tranche d'âge? Alors, évidemment, la question va être autre. Allez sur le site de Génération Identitaire, il me semble qu'il y en a un. Tout doit être indiqué dessus. Donc, je ne sais pas s'ils organisent encore des camps d'été. À une époque, c'était le cas. Normalement, je sais pas si cette année, il y en a tous les ans, c'est maintenu cette année. Concernant la tranche d'âge, je crois qu'en gros, si vous avez moins de 30 ans, c'est bon. Vous pouvez espérer militer chez eux. Et voilà, mais effectivement, allez sur leur site, il y aura tous les renseignements. Alors, question, est-ce que vous avez des anciens de Génération Identitaire à l'ECP? Oui. Bon, voilà. Donc c'est effectivement moi, dans mes souvenirs, ça s'appelait pas Génération Identitaire à l'époque, ça s'appelait Jeunesse Identitaire. À l'ECP. On en a, même si c'est une minorité oppressée. Nous avons effectivement quelques filles à l'ECP. Surtout les compagnes de camarades en réalité. D'accord. Mais il y a aussi des indépendantes, j'en ai vu. Aussi des indépendantes, oui. Voilà. Et donc, non, pour revenir aux identitaires, moi je connaissais Jeunesse Identitaire il y a très longtemps, et effectivement, j'avais remarqué qu'à partir d'un certain âge, on s'y trouvait plus bien. Oui, mais de toute façon, les générations identitaires, de par leurs actions, est un mouvement. On ne peut pas avoir 35 ans, avoir un travail, une situation dans la vie et faire ce genre d'action. C'est des gens, ça s'adresse à des gens jeunes. Il y a des gens qui soutiennent financièrement, qui soutiennent politiquement, mais c'est une autre action. Oui, parce que la difficulté, c'est quand même si la dernière action récente, donc les policiers avaient l'air plutôt bienveillants, n'oublions pas que, par exemple, dans l'affaire des Alpes, alors que le procureur au départ avait dit qu'il n'y avait pas matière à poursuite et que les forces de l'ordre étaient plutôt bienveillantes aussi, le pouvoir a lancé a poussé à une mise en examen et autres des militants. Donc, il faut toujours se méfier. Bon, dans le cas récent, à mon avis, il n'y a pas matière juridique, mais ils sont capables de l'inventer. Ce qui est vrai, c'est ça, c'est qu'après, il faut... Capable de tout. Il faut voir entre guillemets, je vais utiliser un affreux mot anglais, alors je vais essayer de l'éviter, ce qu'on appelle en anglais un back-office, c'est-à-dire le retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est toujours la question de savoir s'il y a des jeunes identitaires qui perdent leur emploi. C'était le cas d'ailleurs de Romain Espinot, qui a perdu son poste dans une banque. L'ancien responsable de Paris aussi, là, plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Et il y a Damien Rieu qui a. C'est souvent pour ça qu'ils se mettent en retrait à un moment aussi. Il a vu que il y a un turnover important parce que j'ai vu un petit peu les photos de qui étaient. Il y a quelques personnes que je connais de vue, donc personnes de nouvelles, mais c'est quand même. Il y a quand même des gens qui déjà dans cette affaire-là ont été déjà plusieurs fois dans les différents coups. Donc ça. Oui, le problème c'est que derrière il y a quand même des casiers qui se montent et puis il y a des poursuites et il y a des ennuis. C'est le prix de l'action. Donc après certains disent ah oui mais il faut pas faire d'action. C'est un choix de stratégique effectivement. Aujourd'hui Génération Identitaire a perdu quasiment tous ses comptes Twitter. Je crois que les comptes Facebook ont sauté aussi. Donc tous les éléments qui leur permettent presque. Il y a les comptes amis. Mais les comptes officiels ont sauté les uns après les autres. Oui, sur page Facebook, je vois qu'ils avaient des centaines de milliers de likes, ça a sauté. Mais là, il y a quand même pas mal de comptes Twitter qui se sont recréés. Oui, ça revient doucement. Voilà, mais les mots-clés peuvent valoir la suspension des comptes concernés. Ils sont beaucoup sur Telegram aussi. Voilà. Et alors, il semblerait que sur Telegram, la censure commence à monter. De toute façon, à chaque fois, c'est toujours il y a une course. Depuis des années, moi, je me souviens d'Internet, dans les années 95, 97, alors là, c'était le début d'Internet. Préhistoire, ça. C'était le début d'Internet, on pouvait tout faire, y compris le pire d'ailleurs. Mais il n'y a pas grand-chose dans ces années-là. Ça ramait, mais il y avait beaucoup de choses. Mais c'était lent. Il fallait être patient pour les téléchargements. Mais après, donc il y a eu les groupes. Alors moi, je vais vous faire une histoire rapidement. On est vers la fin de l'émission. Vous aviez les newsgroups. Où les newsgroups, vous avez une grande liberté. Ils ont été tués petit à petit. Maintenant, c'est complètement obsolète. Ensuite, vous avez eu l'époque des forums de discussion. Tous les forums, les gens se souviennent du PHPBB. On avait des beaux forums actifs et autres, où on échangeait avec les gens. Et progressivement, la censure a tué tout ça. Donc ensuite, on a eu l'époque de Facebook, à l'époque où on pouvait faire presque tout sur Facebook, et puis ensuite, maintenant, on fait quasiment plus rien. Twitter, évidemment, beaucoup de liberté, ça s'est réduit. Telegram, donc c'est très libre, mais ça se réduit. Il y avait je trouve que Twitter, ça va encore. Il faut vraiment être prudent pour être banni de Twitter. Il faut pas attaquer certaines communautés, il faut faire du blocage préventif des gens qui peuvent vous signaler. Il y a quand même beaucoup de choses pour éviter de se faire enquiquiner. Mais la répression augmente. On voit bien les comptes qui sautent régulièrement maintenant. Et donc Telegram, ça va être le cas. Vcontact, c'est en Russie, donc ils ont un peu plus de liberté. Maintenant, pas grand monde sur Vcontact. Ben oui, parce que c'est en Russie quand même. C'est plus russe au sens fort. Oui, mais il y a les abonnés. Mais voilà, donc les espaces de liberté diminuent.
Et c'est vrai que YouTube, c'est pareil, les censures, parce qu'il y a beaucoup de pages YouTube qui ont sauté, et puis après, les histoires de logarithmes qui font que les pages sont mal visibles. Ils les invisibilisent, quoi. C'est-à-dire que vous avez une page, vous mettez du contenu, mais simplement, il n'y a pas de relais. Bon, vous, pour l'instant, vous n'êtes pas encore censuré sur les réseaux sociaux. Non, pas trop. Pas assez présent. C'est ça, voilà. On y est échappé pour l'instant, mais c'est vrai je pense que la situation va se durcir au niveau de la censure sur les réseaux sociaux, que la censure va devenir aussi de plus en plus algorithmique, que des mots-clés seront identifiés, que tout ça va être de plus en plus automatisé. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il me semble que la censure, la modération de ces plateformes est souvent déléguée à des plateformes qui se situent souvent dans les pays du tiers-monde, au Maghreb ou ailleurs. Donc ça explique aussi qu'elle soit d'autant plus sévère à l'égard des nationalistes. Oui, alors je pense que malgré tout, il faut avoir conscience que, en fait, ce sont des plateformes qui ne regardent même pas ce qui est le contenu souvent. On est effectivement sur des algorithmes, on est sur de la masse. Donc simplement, il y a des mots-clés, et puis surtout, il y a des gens qui vous signalent. Et si vous êtes signalé, votre compte est signalé par des comptes comme la LICRA et autres, c'est pas les mêmes conséquences. J'ai une amie qui a eu des histoires sur Twitter pour des choses anodines avec la LICRA. Pour l'instant, elle n'a pas de suite. Elle a eu un début de poursuite pour un truc anodin, parce que la LICRA s'est sentie diffamée. Mais depuis 2 ans, elle n'a plus trop de nouvelles, donc faudra voir. Après, ce qui se passe souvent malgré tout dans ces plaintes, c'est qu'au début, souvent la plainte elle est classée. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils écrivent au procureur, c'est là que les choses deviennent sérieuses. On va voir aussi l'affaire de la loi Avia, qui à mon avis passera pas le cap du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est mon idée, largement censuré. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je pense que vous en pensez. Elle pourrait être retoquée, mais je pense que dans quelques années, on aura une nouvelle version de cette loi qui finira par passer, parce qu'il me semble que c'est dans l'air du temps, c'est dans l'ordre des choses, c'est la dynamique dans laquelle on est actuellement. Il faut coder. Moi, je code. C'est-à-dire que maintenant, les mots-clés, on code les mots-clés, et puis voilà. On arrive presque au terme, malheureusement, de cette émission, et puis. Donc, je rappelle les éléments essentiels. Donc, l'équipe communautaire Paris, vous pouvez la contacter. Il va arriver. Donc, à équipe. Paris.équipe. Je vais y arriver. Non, mais ça y arriverait pas, hein. Donc, Paris. Voilà. On va refaire une dernière piqûre de rappel. Paris.équipe@gmail.com. Paris.équipe@gmail.com. Voilà. Et comme je dis souvent à chaque fois, à la fin, ECP ou pas ECP, l'Europe vaincra.